Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de la FNSP, Monsieur le Directeur de Sciences Po, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, et enfin, surtout, Monsieur le Recteur, cher Ibrahim Atioub. C'est un très grand honneur et un immense plaisir pour moi de vous présenter Ibrahim Atioub à l'occasion de cette cérémonie de remise de doctorat honoris causa. Sciences Po distingue aujourd'hui avec lui, en effet, une des grandes figures intellectuelles africaines, reconnue pour ses travaux sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage en Afrique, mais aussi pour être un enseignant très dévoué à ses étudiants et à son université, l'université Cheikh Anta Diop, et excuse-nous avoir mal écrit le nom de l'université de Dakar, qu'il dirige depuis 3 ans en tant que recteur, avec la grande énergie et l'honnêteté qui le caractérisent. Il est évident qu'une œuvre majeure et un parcours comme celui d'Ibrahim Atioub ne peuvent pas être résumés en quelques minutes ici devant vous. Je vais donc me contenter de vous présenter les points principaux qui nous ont paru au sein du Centre d'histoire de Sciences Po les plus emblématiques et les plus importants dans son parcours, mais aussi les plus en phase avec nos propres priorités scientifiques et institutionnelles. C'est cette convergence qui nous a convaincus de proposer son nom pour ce doctorat honoris causa, qui va lui être remis aujourd'hui, et nous sommes très heureux que les collègues et la direction de Sciences Po aient accueilli cette idée avec tant d'enthousiasme. Si Ibrahim Atioub est aujourd'hui connu et reconnu par les historiens dans le monde entier et invité régulièrement dans les plus prestigieux centres de recherche comme le Wissenschaftskolleg à Berlin et l'Institut d'études avancées de Nantes, c'est notamment pour ses travaux sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage qu'il a entrepris depuis une vingtaine d'années. Un premier article publié en 1997 proposait une étude des mémoires de la traite atlantique à l'exemple de l'île de Gorée en face de Dakar. Lieu important de la traite des esclaves, il n'en est pas, en effet pas moins très controversé concernant la véracité des histoires racontées sur le nombre d'esclaves transitant sur l'île. Ces recherches ont donné lieu à de très nombreux autres articles ensuite, combinant toujours les approches d'histoire sociale, d'histoire culturelle et d'histoire politique pour analyser les multiples facettes de l'esclavage en Afrique. Ces travaux sur l'esclavage ont été nourris de ces recherches précédentes sur l'histoire de l'économie en Afrique de l'Ouest, notamment sur la question de la rémunération du travail. Mais Ibrahim Atioub a également étudié les mouvements de jeunesse, les marginaux et la prison en Afrique occidentale française et dans le Sénégal indépendant. D'où son intérêt, par exemple, pour la condition de vie des esclaves et la manière dont ils ont vécu le fait d'être esclaves. Pour citer ici le titre d'un ouvrage collectif paru en 2015, dirigé par Catherine Kokry-Vidrovitch et Eric Ménard, que Ibrahim Atioub a magnifiquement préfacé d'une manière très instructive et très personnelle. Mais ce qui est peut-être la plus grande originalité de ces grands spécialistes de l'histoire de l'esclavage africain, c'est d'avoir combiné ces recherches sur l'évolution et les transformations du système esclavagiste dans les périodes précoloniales et coloniales avec un questionnement sur l'histoire des mémoires de l'esclavage. Il nous conduit ainsi à réfléchir sur le rôle que ces mémoires jouent aujourd'hui encore, aussi bien au sein des sociétés africaines que dans les rapports entre l'Afrique et l'Europe. Nous savons tous combien ces questions continuent à être lourdes et de signification pour nos sociétés, en Afrique et en Europe, mais aussi dans d'autres régions du monde touchées par ces régimes inhumains. Car si l'impact des traites esclavagistes sur l'histoire des sociétés africaines, sur leur démographie comme leur structure sociale est indéniable, les récits mémoriels qui ont été et continuent à être faits relèvent aussi de la politique contemporaine, tout comme ils touchent des personnes avec leur propre vision identitaire. Ici en France, la fameuse loi Taubira, qui reconnaît officiellement la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité,
a certainement été une grande avancée sur le plan politique en ce sens. Face à des récits mémoriels qui ont parfois pu fausser la vision que l'on pouvait avoir de la manière dont l'esclavage touchait les sociétés africaines et qui donnent une interprétation simpliste d'un système complexe et évoluant à travers le temps, Ibrahima Diop cherche à apporter la nuance et la différenciation de l'historien. Critiquant les représentations erronées que quelques historiens ont apportées au débat public, il souligne notamment la variété et les variations des différentes traites. À côté de la traite transatlantique si bien connue, notamment la traite saharienne, la traite indo-océanienne, mais aussi la traite interne en Afrique. Et les multiples configurations et contextes dans lesquels l'esclavage a été pratiqué à l'échelle du continent. Il s'appuie pour cela sur une historiographie de plus en plus foisonnante depuis une vingtaine d'années, issue de la plume des collègues africains et internationaux. Une recherche, soulignons-le, qu'il a lui-même activement soutenue et développée. Comme coordinateur du pôle d'excellence régionale esclavage et traite, communauté, frontières et identité de l'Agence universitaire de la francophonie de 2007 à 2010, puis à partir de 2010, comme directeur du Centre africain de recherche sur les traites et les esclavages. C'est la traite interne en Afrique, cet esclavage dit domestique, qui surtout retient son intérêt. En effet, ces phénomènes a longtemps été marginalisés dans les travaux des historiens, comme dans les récits mémoriels de l'après-indépendance. Ces récits cherchaient à construire souvent une histoire glorieuse de l'Afrique, plutôt celle de ses élites et de ses grands hommes, où ils dressaient au contraire l'image d'un continent tout entier victime d'un système esclavagiste qui lui était imposé uniquement de l'extérieur par les Européens et par les Arabes. À cette vision caricaturale, disculpant aussi bien les complices de la traite européenne que les profiteurs du système esclavagiste, Ibrahima Diop oppose une vision différenciée de la traite, à laquelle certaines élites africaines adhéraient à des degrés divers. La traite constituait en effet pour ces élites la base, je cite, d'un régime conforme à leurs intérêts politiques et économiques et pour lesquels elles ont produit une idéologie légitimant leurs activités prédatrices. Fin de citation. Ibrahima Diop parle ici d'une, nouvelle citation, pigmentation des processus historiques qui masquent la diversité des acteurs africains et tentent à gommer le système de domination interne au continent. Fin de citation. Il est indéniable qu'on l'on peut et qu'on l'on doit voir dans cette analyse les accents politiques d'une prise de parole qui sort l'historien de ses archives et les place au centre du débat politique de la cité. Ibrahima Diop s'engage dans ces débats publics en critiquant un discours mémoriel occultant aussi bien les caractères endémiques de l'esclavage, au moins de certains types de l'esclavage, que les grandes différences de la population du continent face au système de la traite. Il rappelle ainsi que l'on pouvait soit naître esclave, soit appartenir plutôt à un groupe social des profiteurs du système esclavagiste, comme c'était le cas, par exemple, d'une bonne partie de la population côtière qui organisait la traite avec les Européens. Ibrahima Diop ne met cependant pas moins en garde aussi contre la volonté de voir dans l'approche différenciée de l'historien une disculpation du rôle des Européens dans le système global de l'esclavagisme. Pour le citer une fois encore, cette analyse historique des systèmes esclavagistes internes à l'Afrique, je cite, ne saurait en aucun cas aboutir à modérer, minimiser ou absoudre la responsabilité des négriers européens, ni à nier la spécificité des origines et les conséquences de la traite atlantique. Fin de citation. C'est basant ainsi sur le travail rigoureux de l'historien, sur sa connaissance et sur son interprétation des sources, y compris orales, mais aussi sur l'ensemble de la recherche actuelle qu'il connaît parfaitement, Ibrahima Diop arrive donc à une vision beaucoup plus nuancée.
Cette vision ne perd cependant rien de son approche critique par rapport aux dimensions politiques sous-jacentes des discours mémoriels développés dans les documents ou discours officiels, mais aussi dans la promotion touristique des lieux de mémoire de certaines régions côtières africaines. Nous honorons donc aujourd'hui le grand spécialiste de l'histoire et des mémoires de l'esclavage africain, qui a su donner une série d'impulsions décisives à la recherche par son goût pour le travail collectif et pour les discussions entre chercheurs à l'échelle internationale. En témoigne aujourd'hui le nombre de collègues et d'amis qui ont tenu à être présents. Nous ne voulons cependant pas oublier une autre dimension du parcours d'Ibrahima Diop qui mérite aussi bien d'être reconnu ici. Son immense influence en tant que professeur sur l'enseignement d'histoire à Dakar, sur la formation des jeunes dans notre discipline et son rôle dans la constitution du département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop, devenu un lieu particulièrement fécond et dynamique de la recherche en histoire sur le continent africain. Si nos collègues de l'université de Dakar ont acquis une certaine notoriété dans la communauté d'historiens depuis quelque temps, c'est précisément parce qu'ils ont su se renouveler et se réinventer. Et si ce renouvellement est certes une œuvre collective, il doit néanmoins beaucoup à Ibrahima Diop, qui a dirigé ces départements de 2003 à 2009. C'est sous sa direction, par exemple, que la première thèse d'histoire en interne a été soutenue à Dakar par une femme, jeune doctorante Sokna Sané, qui a présenté et puis publié un excellent travail sur le contrôle des armes à feu par l'État colonial en Afrique de l'Ouest. Jusqu'alors, beaucoup de thèses entamées à Dakar étaient en effet soutenues ailleurs, en général dans les universités européennes, voire françaises. Mais cette thèse de Sokna Sané a été aussi, de notre point de vue, une nouveauté, car elle était aussi la première thèse d'une historienne sénégalaise qui a ainsi pu être soutenue à Dakar. Son auteur, aujourd'hui, est maîtresse des conférences à l'UCAD et a soutenu en 2016 même un doctorat d'État sur la politique de protection de l'environnement en AOF. Cette politique délibérée de renouvellement générationnel qu'Ibrahima Diop a ainsi favorisée dans son département a été couplée avec un dynamisme et une inventivité incroyable pour trouver des moyens financiers pour ses élèves et doctorants. Fonds qui ont aidé à moderniser l'équipement informatique de la bibliothèque, mais aussi, entre autres, mais aussi à développer une lettre d'information du département faisant la publicité des travaux en cours et donnant en même temps aux étudiants l'occasion d'écrire et de publier leurs textes sur leurs recherches. Du même ordre sont les petites vidéos sur YouTube produites par le département où on peut aujourd'hui voir, par exemple, les enseignants-chercheurs de l'université s'expliquer sur l'apport de leurs recherches sur les bombardements de Dakar pendant la Deuxième Guerre mondiale. Toutes ces initiatives montrent combien les collègues dakarois ont compris la nécessité de présenter leurs recherches aussi à un public plus large dans une démarche pédagogique. L'engagement inébranlable dont fait preuve Ibrahima Diop pour ses étudiants, on ne peut le comprendre si on prend en compte son propre parcours personnel. Fils de paysan pauvre qui a commencé ses études dans une école coranique, il n'est venu que tardivement aux études supérieures à l'école normale supérieure de Dakar après un long parcours. Il a été pendant 3 ans instituteur dans une école élémentaire de Thiès, la 5e ville du Sénégal. C'est grâce à une grande discipline et à un travail constant qu'il a ainsi pu gravir les échelons de la carrière universitaire avec une thèse soutenue en 1989 à l'université Paris 7, sous la direction de Catherine Kokri-Vidrovitch, dont je salue la présence à nos côtés aujourd'hui, et une inscription sur les listes d'aptitudes aux fonctions de professeur titulaire en histoire en 2004. Mais contrairement à d'autres jeunes universitaires de sa génération, il n'a pas cherché à mener sa carrière à l'étranger, dans une université anglophone par exemple, ou dans le monde politique, mais il a continué au contraire à réaliser sa vocation de professeur d'histoire au bénéfice de ses étudiants. C'est donc aussi cette passion
pédagogique et l'engagement universitaire que nous voyons comme une source d'inspiration pour nous ici à Sciences Po, dans une institution qui, avec notre programme Europe-Afrique, accueille depuis quelques années de plus en plus d'étudiants du continent africain. C'est avec les collègues africains et des grands pédagogues comme vous, dont nous avons tant à apprendre, que nous voulons continuer à travailler encore davantage. Et enfin, et cela sera mon troisième et mon dernier point, nous honorons avec les recteurs Ibrahima Diop aussi un homme qui a su développer par son engagement institutionnel de nombreuses coopérations avec des collègues et des institutions partout dans le monde. Sa capacité de nouer des contacts et à mettre en réseau les collègues ainsi rencontrés s'est traduit notamment dans son imposante liste de publications qui comporte un très grand nombre de co-publications. Ont pu être réalisées, par exemple, ces dernières années, une coopération, et permettez-moi ce petit chauvinisme, avec l'Institut historique allemand de Paris et la Fondation Max Weber, mais aussi des coopérations avec des institutions françaises, telles que les GIS études africaines, qui impliquaient jusqu'ici à Sciences Po le CERI et associera bientôt aussi le Centre d'Histoire. Renforcer ces liens et impliquer davantage aussi les historiens de Sciences Po dans ces coopérations est certainement à l'ordre du jour. Alors que nous allons accueillir en janvier prochain une spécialiste d'histoire africaine au Centre d'Histoire, notre nouvelle collègue Florence Pernaut, qui a passé une bonne partie de sa carrière aux États-Unis et avec qui vous avez conduit, Ibrahima, des recherches sur l'histoire carcérale en Afrique et co-dirigé un travail pionnier sur l'emprisonnement des femmes dans le Sénégal colonial. Elle ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, elle s'en excuse. En même temps, si c'est un spécialiste donc, de l'histoire européenne comme moi, qui a le plaisir et le privilège de faire votre laudation de ce soir, c'est aussi pour souligner notre souhait collectif que ces contacts futurs avec vous et l'Université de Dakar ne restent pas uniquement au niveau des spécialistes de l'histoire africaine, mais impliquent l'ensemble des historiens de Sciences Po. Car l'histoire africaine et l'histoire de l'esclavage, comme vous l'avez souligné dans vos travaux, doivent être comprises dans leur complexité et donc aussi dans leur lien avec les autres parties du monde. Nous partageons entièrement cette perspective, chacun dans notre spécialité. Si avec vous, chers collègues, Sciences Po décerne donc pour la première fois à un collègue de l'Afrique subsaharienne un doctorat honoris causa, ce n'est point du tout pour faire oublier les liens de notre institution avec son passé colonial. Vous l'avez compris, je l'espère. En effet, nous avons commencé au Centre d'Histoire de parler de ces passés et avec nos étudiants, nous avons pu présenter quelques premiers résultats dans une petite exposition au printemps dernier avec mon cher ami et collègue Pape Ndiaye qui malheureusement n'a pas pu être là non plus. Ce que nous voulons exprimer par cette cérémonie est bien plutôt combien vous pouvez nous servir de référence, aussi bien par votre important travail scientifique que par votre si bel engagement pédagogique et institutionnel. C'est une source d'inspiration devant laquelle nous ne pouvons que nous incliner pour dire combien nous sommes très honorés que vous ayez accepté de recevoir les titres de docteur honoris causa de notre institution. Je vous remercie.